vous allez bien. Je vous reviens rapidement aujourd'hui pour vous présenter mon bilan du mois de mai. Donc au mois de mai, je totalise 12 livres si j'ai bien compté. Donc je suis plutôt ravie. Bon, à savoir que j'ai été une semaine en arrêt maladie, donc ça m'a permis de lire 2-3 livres en plus que j'aurais sûrement pas lu en temps normal. Mais voilà, je suis plutôt ravie. C'est un très beau bilan que je vais vous présenter avec des très belles lectures ce mois-ci. Donc je commence avec la première lecture du mois. Donc c'était un e-book. Il s'agit de Nul autre que vous de Lisa Kleypas. Donc voilà, je l'ai commencé, j'ai été chez le coiffeur, je m'embêtais un peu, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé ce que j'avais. Et comme c'est un tout petit livre, il fait 150 pages je crois, voilà, ça s'est lu très bien. J'étais un petit peu mitigée parce que c'est vrai que ça va très très vite. En général, ce genre d'histoire, on en a pour 300-400 pages et là c'est vraiment condensé en 150 pages, donc on s'attend déjà à ce qui va se passer. La jeune fille qui déteste le garçon qui déteste la jeune fille, finalement ils passent un accord ensemble pour obtenir un arrangement chacun et bon, ils finissent par tomber amoureux. Et ça se passe en 150 pages, c'est très condensé, il m'a fallu vraiment que quelques heures pour le lire. Donc voilà, j'ai bien aimé mais trop rapide à mon goût. Deuxième livre que j'ai terminé, enfin que j'ai lu et terminé ce mois-ci, il s'agit de Poubouille de Émile Zola. Donc je continue dans ma lancée de lire la série des Rougon-Macquart, donc 20 livres que Émile Zola a écrits sur une famille lors du Second Empire. Donc là, le personnage principal c'est Octave Mouret. Donc on a vu ses parents dans La Conquête de Plassans. Voilà, donc on connaît un petit peu déjà le personnage d'Octave qu'on a rencontré à ce moment-là. Donc là, en fait, Octave débarque à Paris et il a envie de travailler dans la vente. Voilà, donc il va travailler dans le magasin Au Bonheur des Dames, donc on va le retrouver dans le tome suivant. Et donc ici, on parle essentiellement de l'immeuble où il loge, donc un immeuble... voilà, on a des bourgeois au premier, deuxième, troisième étage, on a le concierge au rez-de-chaussée, on a les chambres de bonne à l'étage, les chambres des célibataires, etc. Donc on va parler de tout ce petit monde et c'est énormément de tromperies, de trahison, de messes basses, de mensonges, etc. Donc c'est les bas-fonds des immeubles parisiens de la fin du XVIIIe siècle, si je me trompe pas. Voilà, j'ai bien aimé. C'est dommage qu'on ne suive pas vraiment le personnage principal, mais en fait j'ai eu l'impression d'être l'immeuble. J'ai eu l'impression d'avoir, vous savez, l'escalier qui grince, les tuyaux où on entend les gens parler. Donc c'est vrai qu'on suit tous ces gens, on apprend beaucoup de choses. C'est assez fun, mais ça fait bizarre de ne pas suivre une personne et de suivre tout un immeuble. Ensuite, j'ai terminé le troisième livre que j'ai dans cette intégrale. Il s'agit de La princesse au petit pois de Eloisa James. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé les deux premiers. Donc les deux premiers, Au 12e coup de minuit et La Belle et la Bête. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et cette intégrale, elle traîne sur ma table de nuit depuis un bail, puisque bon, j'avais pas envie de tout lire d'un coup, donc il y en a 5. Donc là, c'est le début du 4 et la fin du 4, je me repère un petit peu comme ça. Donc il y en a 5, j'avais pas envie de les lire tous d'un coup et là ça m'a pris d'un coup, je me suis dit j'ai envie de lire La princesse au petit pois. Donc déjà j'ai lu le conte original puisque je ne connaissais que vaguement l'histoire. Et ensuite ce conte revisité, j'ai pas accroché du tout. J'ai trouvé ça mou, je l'ai pas trouvé vraiment que c'était un conte revisité, enfin... Déjà le conte de La princesse au petit pois il est pas génialissime non plus hein, parce que en fait l'histoire c'est une princesse qui dort sur une douzaine ou une vingtaine de matelas et qui dort très mal parce que sous le matelas du bas on a mis un pois sec et du coup elle l'a très mal, donc comme elle a senti le petit pois à travers tous ces matelas, ça veut dire que c'est une vraie princesse. Globalement voilà l'histoire. Et donc là j'ai pas accroché, le personnage de Olivia, donc qui est le personnage de la princesse, j'ai pas accroché du tout, je l'ai trouvée futile, je l'ai trouvée vraiment pas intéressante. Donc j'ai eu du mal à accrocher et je suis déçue parce que j'avais vraiment eu limite des coups de cœur pour les deux premiers. Là le troisième m'a déçue, donc bon évidemment je vais lire les deux autres hein, mais j'ai un petit peu moins envie de lire les deux autres maintenant que le troisième tome m'a déçue. Alors livre suivant que j'ai lu au mois de mai, j'ai lu le deuxième tome des 100, donc 21e jour, que j'ai lu en lecture commune avec Saluna sur Livre Addict. Donc voilà, je me rappelais vaguement de ce qui s'était passé dans le premier tome. Je sais que j'avais bien aimé l'histoire. L'histoire de base est très sympa. Le fait que, voilà, pour échapper à une guerre atomique ou quelque chose comme ça, une partie de la population humaine s'est réfugiée sur une sorte de vaisseau spatial. Voilà, je ne sais plus combien de personnes sont exactement sur ce vaisseau. Et ils y ont vécu plusieurs centaines d'années.
Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en manque d'oxygène, qu'ils sont en surpopulation, qu'ils ont de moins en moins de nourriture, donc ils se posent la question de redescendre sur Terre. Mais est-ce que l'atmosphère sur Terre est respirable? Et donc ils ont envoyé 100 jeunes, donc 100 jeunes délinquants qui étaient condamnés à mort sur le vaisseau spatial. Ils les ont envoyés sur Terre pour, entre guillemets, tester la viabilité de la planète. Ce deuxième tome, il n'y a pas d'informations dedans, il se passe rien. Enfin, moi j'avais l'impression que c'était un tome commercial, quoi. Ils ont sorti ce tome-là parce que c'est la mode en ce moment de sortir 3 tomes. Et je suis vraiment restée sur ma faim tout du long, quoi. J'ai eu l'impression de revivre un petit peu ce qui se passait. Les jeunes sont là, ils vont couper du bois, il y en a qui tombent malades. Enfin bon, il n'y a rien de transcendant. Et il y a juste dans les... allez, dans les... même pas 50 dernières pages, hein, dans le dernier quart du livre, où on a enfin des infos, où on commence enfin à être vraiment dans l'histoire. Donc voilà, ce genre de livre commence un petit peu à me saouler. Ça commence à être la mode là, de ces sagas, de ces sagas avec plein de livres qui servent à rien. Donc j'ai déjà le troisième tome puisque j'avais acheté le 2 et le 3 en même temps. Donc je vais le lire, surtout vu la fin du 2 où on a apparemment plein de choses qui arrivent dans le tome 3. Donc j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Mais voilà, ce tome 2 pour moi, limite il est inexistant, quoi. Les 50 dernières pages ici, elles auraient pu être greffées au tome 1 et ça aurait été exactement pareil. Voilà, c'est un livre qui coûte 18 € et 18 € pour pas grand chose, quoi. C'est dommage quand même. Ensuite, j'ai lu Le jour des fourmis, donc le deuxième tome de la saga Les fourmis de Bernard Werber. Donc j'ai lu ça aussi dans le cadre d'une lecture commune. Dans tous les cas, je l'aurais lu, mais la lecture commune allait jusqu'au 31 mai, donc je me suis lancée avec les autres. J'avais été agréablement surprise lors de ma lecture du premier tome. Je ne connaissais pas les fourmis comme ça, j'ai appris énormément de choses. Ici, on apprend plein d'autres choses sur tous les autres insectes qui peuvent nous entourer, donc pas mal sur les abeilles, les araignées, les pucerons, les termites, il y a quoi autrement, les scarabées, rhinocéros, c'est ça? Voilà, énormément de choses et j'ai adoré ce livre. Pas de coup de cœur puisque c'est quand même... La science-fiction, c'est pas trop mon kiff, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Donc c'est vrai que j'ai pas non plus de coup de cœur, mais j'ai aimé découvrir des choses. J'ai aimé cette fin, j'ai aimé le fait que les humains communiquent avec les fourmis, qu'on se rende compte qu'une fourmi c'est très intelligent, et que c'est vraiment parce qu'elles sont minuscules qu'on les considère comme inoffensives, mais vraiment si les fourmis sont vraiment comme ça, donc je sais pas si c'est vrai ou si il y a une énorme part d'imagination de l'auteur, mais si les fourmis sont vraiment comme ça, sérieusement ça fait peur parce que elles sont beaucoup plus que nous sur Terre et elles pourraient être hyper dangereuses pour nous, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai hâte de finir cette saga. Le troisième tome s'appelle La Révolution des fourmis, donc bon, ça peut déjà porter à... Voilà, on s'imagine déjà que les fourmis vont se rebeller contre les humains, donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Et si vous connaissez pas cette série, même si vous aimez pas les fourmis, même si la science-fiction c'est pas trop votre truc, essayez au moins parce que ça fait vraiment réfléchir à la place qu'on peut avoir dans l'humanité et dans l'univers, et c'est super intéressant. Ensuite, j'ai commencé Orgueil et préjugés et zombies de Jane Austen et Seth Graham Smith. Donc bon, on est d'accord, c'est pas Jane Austen qui a écrit celui-là, mais disons que l'auteur Seth Graham Smith, je vais l'appeler Seth, ça ira plus vite, c'est basé sur l'œuvre originale de Jane Austen. Donc j'avais vraiment aimé l'œuvre originale, je lui ai mis une super note, c'était un coup de cœur, je m'attendais pas à ça et j'ai vraiment adoré. Et en fait, à la base, j'avais vu ce livre-là sur l'étal de la librairie. Donc j'avais craqué sur la couverture rose, la nana en moitié en mode zombie. Je suis un peu dans ma période zombie avec la série The Walking Dead, etc. Donc j'avais d'abord vu celui-là, puis je me suis dit, attends, tu vas quand même lire l'œuvre originale avant de lire une adaptation. Sérieusement, j'ai eu raison parce que j'ai eu un coup de cœur pour l'œuvre originale et j'ai pas du tout accroché à ça, tout simplement parce que c'est copier-coller de l'œuvre originale. C'est même pas une reprise, c'est pas une adaptation, c'est l'œuvre originale avec des zombies. Et voilà. Et c'est mot pour mot l'œuvre originale. Donc pour ceux qui l'ont lu, je vous donne un exemple. Au tout début, la sœur aînée, donc Jane, tombe malade. Si vous vous souvenez, elle part à cheval sous la pluie chez les Bingley, elle tombe malade. Et là-dedans, la même chose, hein, elle tombe malade, elle reste une semaine alitée, Elisabeth va la voir, blablabla.
la même chose à part quelques zombies en plus quoi. Et sérieusement il n'y en a pas tant que ça, mais c'est la même histoire et du coup je me suis ennuyée du début à la fin puisqu'il n'y a pas l'écriture de Jane Austen, il n'y a pas ce petit côté romantique, mais juste que les faits sont exactement les mêmes. Donc sérieusement si vous avez prévu d'acheter ce livre, ne l'achetez pas. Si vous avez prévu de le lire, bah bon courage quoi. Et si vous devez lire les deux, lisez vraiment l'œuvre originale parce que celle-là a rien à voir. Ensuite, j'ai lu La promesse des ténèbres de Maxime Chatham. Donc ça, c'est un préquel de la trilogie du mal, mais qui a été écrit après la trilogie du mal. Donc j'ai lu la trilogie du mal, j'ai adoré. C'était, je crois que ça faisait partie de mes premiers Maxime Chatham, mes premiers thrillers, parce que j'avais d'abord lu la saga Autre Monde. Et donc là, on en apprend vachement plus sur l'un des personnages dont on parle dans la trilogie du mal. Donc un personnage dont on entend beaucoup parler mais qu'on ne voit pas puisque c'est un personnage qui a disparu. Au début de la trilogie, c'est un personnage qui a disparu. Et là, c'est centré sur ce personnage. Donc c'est bien un préquel, on revient plusieurs années en avance. Et j'ai adoré suivre ce personnage, j'ai adoré cette histoire. C'est glauque à souhait, c'est angoissant au possible. On est dans le... Donc on suit un journaliste qui s'appelle Brady O'Donnell qui est journaliste, donc comme je viens de le dire, et qui décide sans vraiment décider, on le pousse un peu à faire un sujet sur le porno underground. Donc c'est pire que du porno, c'est du porno violent, c'est du porno un petit peu glauque, un petit peu gore, etc. Il se retrouve à fouiller les souterrains de New York à la rencontre des hommes taupes, enfin il se retrouve vraiment dans des situations rocambolesques face à des gens vraiment bizarres. Et il se retrouve en parallèle avec sa femme, Annabelle. Donc c'est Annabelle qu'on retrouve dans la trilogie du mal. Et donc Annabelle mène la même enquête que son mari sans le savoir. Puisqu'une prostituée s'est suicidée. Donc lui, il était sur place quand la prostituée s'est suicidée. Elle pense que c'est peut-être un meurtre. Donc il remonte la même enquête, mais en parallèle. Et c'est une histoire très très bien écrite. Je suis tombée sur les fesses à la fin. J'ai été énervée au possible. Je me suis dit c'est pas possible quoi, ça peut pas se finir comme ça peut pas. Bref, pour ceux qui ont lu la trilogie du mal, sérieusement, plongez-vous là-dedans parce qu'on retrouve les personnages qu'on a vraiment aimés dans la trilogie du mal. Et on a plein de réponses. On a vraiment plein de réponses et c'était encore une pépite. Et même pour ceux qui n'ont pas lu la trilogie du mal, c'est Maxime Chatham, il a une façon d'écrire qui est envoûtante et voilà, je vais continuer à adorer cet auteur et à lire tous les livres qu'il a écrits. Ensuite, j'ai lu Mirage de Douglas Kennedy, donc que j'ai gagné lors d'une masse critique sur Babelio, donc que j'ai reçu via les éditions Belfond. Donc voilà, comme d'habitude, on le reçoit, on a un mois pour le lire et le chroniquer. Donc voilà, pour moi c'est fait, j'avais jusqu'au 13 juin je crois, donc je suis nickel dans les clous. Alors, dans cette histoire, on suit Robin, une américaine, une quarantenaire américaine, mariée avec, mariée avec Paul. Et bah, ils décident d'avoir un enfant. Voilà, ça fait 3 ans qu'ils sont mariés. Elle a 40 ans. Pour elle, voilà, l'horloge biologique commence à tourner. Donc, elle dit à son mari j'aimerais bien qu'on essaie d'avoir un enfant. Et lui, il lui dit oui. Évidemment, je veux avoir un enfant avec toi. On est fous amoureux, blablabla. Bla, bla. Donc voilà l'histoire de base. Et un jour, elle rentre du travail et son mari lui dit j'ai réservé des billets pour le Maroc, on part au Maroc. Elle se dit ok, mais c'est un peu louche quand même. Hein. Tu m'en as pas parlé, t'as pris ta décision tout seul. On part un mois à Essaouira. Alors qu'on avait réservé des vacances dans le Maine. Enfin, bon, ok, elle a besoin de se dépayser. Elle se dit que ça va leur permettre de se retrouver un petit peu. Donc ils partent à Essaouira. Et un jour, voilà, elle apprend un terrible secret sur son mari. Elle le confronte et il disparaît. Donc là, on est un peu plus dans du thriller, puisqu'on va suivre Robin du début à la fin. Elle cherche à retrouver son mari, elle veut des réponses. Qu'est-ce qui s'est passé, elle se retrouve embrigadée dans des aventures en plein milieu du Maroc. Donc déjà, elle est dans un pays qu'elle ne connaît pas, avec une langue qu'elle ne parle pas. Donc elle parle un petit peu le français, mais c'est un peu compliqué quand même de se faire comprendre. Et en plus, c'est une femme, donc une femme occidentale dans les pays maghrébins, dans les pays arabes, c'est assez compliqué de donner son opinion. Donc c'est vrai que c'est une course contre la montre, une course de folie du début à la fin. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré le personnage de Robin. J'aimerais être une femme comme ça, une femme forte, une femme qui assume ses décisions et qui poursuit un idéal jusqu'au bout comme ça. J'aimerais vraiment être ce genre de femme.
Pas de coup de cœur puisque j'ai eu du mal avec la fin. Pour moi la fin c'est un peu tiré par les cheveux, ça va trop vite. Et il me manque des réponses encore. Il me manque pas mal de réponses, donc bon, ça laisse de la place à l'imagination, c'est sûr, je peux imaginer plein de choses, mais moi c'est pas mon genre de... C'est pas mon délire, j'aime bien quand on me dit clairement la fin, c'est comme ça. Donc voilà, si vous connaissez pas, déjà si vous connaissez pas cet auteur, Douglas Kennedy c'est quelqu'un qui est quand même super connu, il écrit des très belles choses, je suis toujours emportée par ses livres, je suis toujours... J'en ai lu que 3, mais les 3 que j'ai lus, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et celui-là, c'est une magnifique, magnifique découverte. J'ai visité le Maroc, on est allé à Essaouira, à Casablanca, à Marrakech. Enfin, c'est pas un Maroc touristique, c'est vraiment le Maroc des Marocains. Voilà. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et j'ai maintenant très envie, très, très envie d'aller au Maroc. Alors, suite à ça, j'ai lu Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc, ça fait très très longtemps que je l'ai dans ma pile à lire. J'avais envie de le lire tout de suite quand je l'ai acheté et me demandez pas pourquoi, il s'est retrouvé à prendre la poussière. C'est bien dommage, c'est un objet livre qui est magnifique. Vous avez tous déjà dû le voir, voilà, il y a des rabats, il y a une deuxième de couverture qui est... voilà, l'intérieur est très sympa, on a des photos partout. Donc, je sais pas si je vais vous en trouver. Hop. Donc déjà, voilà, les débuts de chapitre. Et autrement, on a voilà, des petites photos un peu partout pour illustrer l'histoire. Donc c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Après, j'avoue que je m'attendais pas à ça. De toutes les critiques que j'avais lues, je m'attendais à avoir peur. Je m'attendais à faire des cauchemars. Et bah non. C'est vrai que c'est une histoire bizarre. C'est une histoire très prenante. C'est un peu flippant. Mais de là à avoir peur et à faire des cauchemars, non. Donc ici en fait on suit Jacob, donc Jacob qui a toujours cru à toutes les histoires que son grand-père lui racontait sur des enfants particuliers qui avaient des pouvoirs, le pouvoir de lévitation, le pouvoir de créer des boules de flammes, etc. Il a toujours cru toutes les histoires de son grand-père et jusqu'au jour où il s'est rendu compte que c'était pas réaliste quoi, c'était son grand-père lui mentait. Et un jour, son grand-père décède et lui livre un secret, lui livre une quête. Donc il décide de partir élucider ce mystère, parce qu'il se dit que tant qu'il n'aura pas les réponses, eh ben, il ne sera pas tranquille. Il fait lui-même des cauchemars, il suit une thérapie, donc il a vraiment besoin de savoir si ce que son grand-père lui a dit est vrai ou pas, et il a vraiment besoin de passer à autre chose. Et donc il part à la recherche de cette fameuse Miss Peregrine, qui est une directrice d'orphelinat, et de ses potentiels enfants particuliers. Donc voilà, il se retrouve en Europe, il fait sa recherche et donc là il va découvrir pas mal de choses sympathiques. Donc c'est vrai que c'est une histoire assez sympathique, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un agréable moment de lecture, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça très très jeunesse. Je pense que ça peut faire peur à plus jeunes. Est-ce que c'est parce que j'aime bien les thrillers, que voilà, tout ce qui est glauque je connais pas mal, je sais pas, mais j'ai pas du tout fait de cauchemar, j'ai pas du tout eu peur dans cette lecture. Donc, mais c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Les personnages sont hyper attachants, à part Jacob en fait, le personnage principal. J'ai pas accroché du tout, je le trouve ni à souhait. Donc, bon, heureusement qu'il y avait tous les autres pour remonter le niveau. Et la fin me donne vraiment envie de poursuivre. Voilà, si vous aimez les voyages dans le temps aussi, c'est quelque chose de très, très, très présent dans cette histoire. Ça j'adore, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve pas assez dans les livres aujourd'hui, il y en a très très peu des histoires sur les voyages dans le temps, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça m'a beaucoup plu et je pense que le deuxième va être très sympa puisque du coup on change d'époque, donc voilà, si vous connaissez pas, allez-y, mais vous attendez pas à faire des cauchemars, hein. Alors ensuite, comme vous le savez peut-être, oui, puisque du coup je vous ai déjà montré ma vidéo sur le week-end à 1000, donc le week-end dernier, je me suis lancée dans le week-end à 1000, donc vraiment au dernier moment, parce qu'au début j'avais vraiment pas prévu de le faire, et puis vendredi je suis rentrée du travail et je me suis dit, allez je me le tente, ça va me faire du bien, j'ai vraiment besoin de lire, etc. Donc voilà, j'ai terminé 3 livres et commencé un quatrième sur ce week-end. Le premier que j'ai terminé, c'était Les blessures invisibles de Nicolas Evans. Donc je l'avais commencé dans la semaine et donc je l'ai terminé sur le week-end à 1000. Donc j'avais déjà lu L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux du même auteur où j'avais eu un immense coup de cœur. J'avais été tellement touchée par cette histoire. Et en fait, j'avais acheté les deux en même temps. J'avais envie de découvrir cet auteur. Et donc là, on suit Tommy. Donc Tommy, on le rencontre au début de l'histoire. Il est assez jeune, il a 8 ou 9 ans, je crois. Et c'est un grand fan de western.
c'est, voilà, je crois qu'on est en 1960 ou quelque chose comme ça. C'est l'époque des westerns, du Far West américain, des Indiens, des cow-boys, etc. Et Tommy en est un grand fan. Et donc on suit son enfance qui est plutôt triste. Il habite en Angleterre, son enfance est plutôt triste. Ses parents ont décidé de l'envoyer dans un pensionnat. Et en fait, la seule personne qui compte énormément pour lui, c'est sa grande sœur. Voilà, ils ont 16 ans d'écart, c'est sa sœur Diane. Et en fait, un jour, sa sœur vient le chercher à l'orphelinat parce que il est vraiment, vraiment pas bien. Il se fait souvent battre, il est souvent la risée de ses petits camarades, etc. Elle vient le chercher à l'orphelinat et elle lui dit qu'en fait, elle n'est pas sa sœur, elle est sa mère. Elle était très jeune, qu'elle a préféré le confier à la garde de ses parents à elle, donc ses grands-parents à lui finalement, pour qu'il ait une enfance plus heureuse entre guillemets. Et elle voulait aussi pouvoir poursuivre sa carrière de comédienne, mais là elle en peut plus, ça fait 8 ans qu'elle l'a pas près d'elle, elle a envie de le retrouver, donc elle lui dit la vérité et elle l'emmène avec elle à Hollywood. Donc lui il est ravi, donc bon il y a un petit choc quand même au début, mais il est ravi parce que sa sœur est la seule personne qui compte pour lui, donc il ne l'appellera jamais maman, il va toujours l'appeler Diane, mais c'est la personne qui compte le plus pour lui et il se retrouve à Hollywood avec une sœur actrice au milieu des tournages des films de western et en plus sa sœur sort avec l'un de ses acteurs préférés qui joue un cow-boy. Donc voilà, on va suivre l'histoire de ce petit garçon. Il m'a touchée, j'ai adoré le personnage de Tommy, il est mignon, il est gentil, il est tout ce que vous voulez. J'ai été vraiment touchée, il a eu une histoire extrêmement difficile, que ce soit avec ses grands-parents, avec sa mère, avec sa femme et son fils plus tard. Il est touchant et voilà, j'ai adoré cette histoire. J'ai pas eu le coup de cœur de L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, mais c'est vraiment une histoire bouleversante et si vous connaissez pas, que ce soit l'auteur ou cette histoire, je vous le conseille. Sur ce week-end à 1000, j'ai aussi terminé Cinder de Marissa Meyer. Donc ça, c'était une lecture commune que je faisais avec Elodie du blog Petit Bonheur et Grande Lecture. Donc l'idée, c'était de se lire un chapitre par jour. Sur le mois de mai, oui, on est complètement taré. Un chapitre par jour et 2 chapitres les jours fériés. Et de finir le livre le 31 mai. Je crois qu'il y a 38 chapitres en tout, donc du coup, il y avait 3 chapitres à lire sur le 31 mai. Autant au début, j'ai adoré le principe de lire un chapitre par jour, puisque du coup, on rentre dans l'histoire, on a pas mal de mystères, on se pose plein de questions. Donc du coup, quand on a fini le chapitre, on fait plein de suppositions sur le chapitre suivant, sur les infos qu'on a eues, etc. Autant sur la fin, c'était intenable. C'était intenable. Disons que l'action, on l'a... Enfin, j'ai pas senti l'action de la fin du livre, quoi. Je sais qu'il y a eu une action, mais du coup, à lire de façon saccadée, j'ai pas vu cette action passer. Et du coup, j'ai presque envie de le relire du début à la fin pour revivre l'histoire. Donc, je trouvais l'idée très sympa au début de lire un chapitre par jour, mais finalement, c'était horrible, quoi. Enfin, c'est... Bref, sans parler de ça, l'histoire est très sympa. J'ai beaucoup aimé comment le conte de Cendrillon a été revisité. Le côté science-fiction, le côté cyborg, androïde, etc. J'ai trouvé très sympa. J'ai bien aimé la façon dont la Terre s'est réorganisée, le fait qu'il y ait des habitants sur la Lune, le truc improbable, le fait qu'il y ait des habitants sur la Lune, que ce soit pas forcément les copains des terriens. Voilà, j'ai juste adoré. Au début, on parle beaucoup d'une maladie, donc la létumose qui décime la population humaine sur Terre. Et je trouve qu'à partir du milieu du livre, on se concentre vachement plus sur les accords avec les lunaires et qu'on se concentre plus du tout sur la maladie en fait. Donc du coup, on verra si on en apprend plus par la suite dans les tomes suivants. Donc voilà, je suis ravie d'avoir commencé cette saga. J'ai vraiment envie de lire la suite maintenant. Donc voilà, si vous la connaissez pas encore, ce qui m'étonnerait, n'hésitez pas parce que c'est vraiment quelque chose qui est facile à lire, qui se lit très bien et ça change. Et le dernier livre que j'ai lu, donc lors du week-end à 1000 et lors du mois de mai tout simplement, Vertige de Franck Tilliez. Voilà, deuxième livre que je lis de cet auteur. J'avais déjà lu Puzzle que j'avais beaucoup aimé. Là, on est dans un huis clos assez... alors, c'est censé être un thriller, c'est censé être angoissant. Moi, j'ai pas du tout angoissé, par contre, j'ai trouvé ça très glauque. Donc en fait, si vous voulez, on suit Jonathan, donc il se réveille un matin et en fait, il n'est pas chez lui, il est dans une tente, il est enchaîné et il se rend compte que à côté de lui, il y a un autre homme enchaîné et un autre homme qui lui n'est pas enchaîné mais qui a un casque sur la tête, une sorte de masque de fer. Et il découvre un peu plus tard que si le mec avec le masque s'éloigne, son masque explose. Donc il faut qu'il reste à proximité des deux mecs qui sont entravés. Et donc tout le long, on reste aux alentours de cette tente, donc à savoir que cette tente est plantée dans un gouffre
au fin fond du trou du cul de la montagne. Donc les mecs, ils ont beau crier, il n'y a personne qui les entend, ils ont froid, ils n'ont pas à manger, ils sont obligés de gratter le glacier pour avoir à boire. Donc c'est une vraie folie. Donc c'est vraiment dans le huis clos. J'ai pas angoissé du tout, je vous dis, c'est plutôt glauque. C'est pas la même ambiance, l'ambiance est assez sombre. Et donc l'idée c'est pourquoi ils sont là quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qui est le responsable? Comment ils en sont arrivés là? Pourquoi eux trois? Qu'est-ce qui les relie? Et donc on va de découverte en découverte et la fin est assez surprenante. Et j'ai beaucoup aimé la fin parce qu'on a une vraie fin. En général, dans ce genre de livre, on nous laisse en suspens à la fin. On ne sait pas trop si le bonhomme il est fou, est-ce qu'il a inventé tout ça, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tout le monde est mort ou pas. Enfin, on ne sait pas. Et là, on a une vraie fin. Donc moi, j'adore les vraies fins. J'aime bien quand il y a un point final à un livre. Et là, je suis ravie. Je sais ce qui s'est passé, je sais ce qu'est la vérité et ça c'est génial. Donc bon, c'est un livre qui se lit très vite, hein. Je l'ai commencé hier après-midi, je l'ai fini là et j'ai pas beaucoup lu aujourd'hui, il fait 350 pages donc vraiment très très sympa et j'aime de plus en plus cet auteur. Donc j'ai d'autres livres à lui dans ma palle et je vais essayer de les sortir très très vite. Donc voilà pour mes lectures du mois de mai, donc je vous ai montré, c'était quand même plutôt un beau palmarès, je suis plutôt contente. Donc je vais passer à la bougeard. Donc sur le mois de mai, je devais lire, si je me souviens bien, un livre qui avait de mauvaises critiques. Donc j'ai lu Orgueil et préjugés et Zombies et je vais rejoindre les mauvaises critiques, enfin les critiques moyennes en tout cas. Et je devais lire un livre de plus de 500 pages, donc j'avais choisi La promesse des ténèbres de Maxime Chatham. Donc ce mois-ci, le défi bougeard, il est réussi. Alors, j'ai toujours ma petite bougeard avec la petite bâche. Donc je vais piocher deux petits papiers, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le premier, il est ici. Un livre avec de la magie. Alors ça devrait être plutôt facile. Et un deuxième. Hop, j'en ai deux. Un livre dont l'action... Ah non, un livre dont l'auteur est une femme. Donc je vais aller chercher ça et je reviens tout de suite. Alors pour le livre avec de la magie, j'ai choisi L'Assassin Royal, le tome 5 de Robin Hobb. En fait, ça pourrait rentrer dans les deux situations puisque l'auteur est aussi une femme. Bref. Voilà, j'avais prévu de le lire au mois de juin, toujours dans le cadre de la lecture commune, puisque du coup le tome 5 est à lire pour fin le 28 juin 2015. Voilà, un livre avec de la magie, avec plein d'autres choses que de la magie. J'ai vraiment hâte de me replonger dans l'univers. Et pour le livre dont l'auteur est une femme, j'ai choisi Purgatoire des innocents de Karine Guibel. Voilà, ça je l'ai eu à mon anniversaire avec mon papa et ma maman. Je me suis programmé pas mal de thrillers pour le mois de juin et celui-là j'ai vraiment hâte de le lire, j'ai hâte de me replonger dans l'écriture de cet auteur. Voilà, c'est fini pour ce bilan, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou n'importe quoi et voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite.